Donc, je suis profiler, et pas comme dans les séries télévisées que l'on voit souvent. C'est un vrai métier qui nécessite de faire le profil précis des personnes sans forcément les voir. Et de là, j'ai basculé en net profiling afin de pouvoir découvrir l'univers virtuel et de savoir si j'étais tout à fait capable de pouvoir profiler dans l'espace virtuel. Entonces, Nadine comenzó como profiler, o sea, haciendo profiling desde fotos sin ver a esas personas y su actividad la mandó hacia el internet y ahí se volvió net profiler, o sea, la misma actividad pero sobre internet. Alors, c'est la même activité en effet, mais ça ne se pratique pas du tout de la même manière. Es la misma actividad, pero no se realiza de la misma manera. Et on verra tout au long de cette conférence comment cela se pratique plus ou moins. Donc, je suis également chercheur en comportement des cybercriminels parce que de découvrir l'espace virtuel et les utilisateurs du digital dans l'espace virtuel m'ont fait découvrir tout un ensemble de Nadine hace búsquedas sobre la cibercriminalidad y ha hecho la diferencia entre el trabajo de profiling en el ámbito virtual y en el real, que son distintas. Donc, j'ai choisi de révéler 5 théories scientifiques aujourd'hui, sachant qu'il y en a d'autres à découvrir. Nadine les va a presentar 5 teorías que revela hoy. Hay mucho más, pero hoy revela 2 teorías como buscadoras de este sujeto. Je suis devenue depuis quelques années une conférencière internationale. Je suis également formatrice, professeure en effet, et consultante. Nadine hace conferencia, es profesora, como lo indicó, conferencista en varios países y en varias lenguas. J'ai publié des publications scientifiques ou des publications scientifiques ont été reprises dans certains journaux, des magazines très connus comme Digital Forensic par exemple. La première année, j'en ai publié 9. Mira, es autora de varias publicaciones en varios países y en particular en Estados Unidos, 7 artículos científicos en un periódico, ¿sabe cómo? C'est le Digital Forensic. En Digital Forensic, que está, on voit l'image là. Donde está la imagen al lado. Donc, je suis auteur de livres sur le profiling qui sont encore qu'en français pour le moment. También he escrito libros sobre el net profiling en francés. Et membre d'un journal très prestigieux en neurosciences aux États-Unis en tant que membre éditeur. Miembro editorial de una revista científica muy conocida en Estados Unidos. Alors, bienvenue dans mon univers. Voici la présentation que je vous propose et je vais lancer Nancy traduire, enfin, c'est pas la peine que je le répète. Entonces, para simplificar, voy a traducir directamente lo que está escrito. Bienvenido en el universo de Nadine Touzeau. La primera parte es presentación de su espacio virtual. El segundo, comprender algunos comportamientos virtuales. Tercero, cómo se traduce la mentira en el universo virtual. Cuarto, qué sentido darle en este espacio virtual, y al final la conclusión. La conclusion. So, sorry. Donc, la première chose que je voudrais vous exposer, c'est, et la première question que tout le monde peut se poser, c'est finalement, qu'est-ce que l'espace virtuel? La primera cosa que quisiera exponer es ¿qué es el espacio virtual? Alors, c'est important de comprendre cet univers parce que quand on comprend cet univers, on peut mieux aborder le net profiling et le comportement des utilisateurs en digital et des cybercriminels. Cuando se comprende más ese universo, se puede comprender más fácilmente cómo funciona el universo net profiling y los comportamientos
aquellos. Donc en fait, quand j'ai basculé du réel au virtuel, du profiling au net profiling, j'ai échoué. J'ai complètement échoué dans mes résultats parce que je n'avais pas bien compris cet univers. Al principio, cuando hacía profiling y pasó al net profiling, pensó que era lo mismo y pasando del uno al otro, se dio cuenta que eso no era verdad y que ahí había un error que se hacía, que lo que pasa en el universo real no es el mismo en el universo virtual. Donc j'ai voulu comprendre, j'ai pu à la place des gens qui, entre guillemets, vivaient dans ce virtuel, parce que ce sont des êtres humains qui occupent cet univers. Et c'est primordial pour comprendre pourquoi la cybercriminalité aujourd'hui a une croissance aussi exponentielle et qu'on n'utilise pas suffisamment la compréhension de ces humains derrière les écrans connectés. Entonces, para poder comprender lo que pasaba en el mundo virtual, se puso se puso a comprender poniéndose en el lugar de esas personas que realizaban cibercriminalidad, que es una actividad exponencial, para poder comprender mejor el comportamiento de esas personas. Donc finalement, c'est un univers qui est transversal. Finalmente es un universo transversal. Impalpable. Que no se puede palpar, que no se puede tocar. Qui n'a absolument aucune frontière. Sin fronteras. Qui n'a aucune limite. Sin límites. Qui peut se faire vivre ou activer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir du moment où vous avez un outil connecté. Que puede vivir. Bref, c'est un univers qui est totalement différent de l'univers réel dans lequel nous on vit, qui est plus pyramidal, où on peut palper, on peut toucher, on peut voir, on peut sentir. Es un universo totalmente distinto al real, que es piramidal, que se puede ver, que se puede palpar, que se puede sentir. Donc en fait, la notion d'essence par rapport à cet espace-là, on y reviendra un petit peu plus tard, peuvent avoir un impact parce qu'on peut se poser la question finalement. La noción de los sentidos tiene un impacto porque efectivamente no se practican de la misma manera. Parce qu'on peut très bien aussi se dire que la partie des sens en question n'est pas activée de la même manière, mais on peut aussi avoir quelque chose de différent dans le virtuel. Donc finalement, l'espace virtuel existe bien, l'espace virtuel est bien présent, mais il n'est pas similaire à l'espace réel. Or, il y a une connexion entre ces deux univers qui est unique et commune, qui est l'être humain. Esos sentidos que existen también en el universo virtual no se practican de la misma manera que se practican en el universo real. Pero sí hay un punto común entre el universo virtual y el universo real, que es el humano. Ese es el punto común. Nous verrons également dans la conférence que la notion du temps pose également une question dans cette du temps également. También en esos universos hay que tomar en cuenta la noción de tiempo, que no es la misma en función del universo. Donc, comprendre le comportement des cybercriminels dans l'espace virtuel. Entonces, comprender el comportamiento de los cibercriminales en un espacio virtual. Qui n'a pas été confronté avec un faux profil, un faux mail, un faux compte sur un réseau social, quelque chose de faux qui vient d'un outil connecté? ¿Quién no ha experimentado una mentira, un falso perfil, un email, un correo electrónico falso? Ben, je crois que tout le monde a été confronté à cela. Je pense que nous avons tous connu cette difficulté de se retrouver avec une personne qui n'était pas soit un faux profil, soit un faux nom, soit un faux compte, soit une usurpation d'identité, soit un faux mail, soit une fausse demande. Je pense que nous avons tous connu cela. Pienso que hoy todo el mundo ha conocido ese experimento de estar con un falso perfil, un falso email, una falsa cuenta, una
usurpación de identidad. Hemos todos experimentado eso. De fait, je pense que la seule personne qui pourrait ne pas avoir eu ce genre de problème n'a aucun outil connecté, n'a pas Internet, n'a rien du tout. Quelle chance pour lui. Y esa persona que no ha conocido eso es porque no tiene ningún tipo de conexión para poder experimentarlo. Qué suerte tiene esa persona. Alors, si vous avez par exemple un compte LinkedIn, on va prendre cet exemple-là pour commencer. Si tiene usted una cuenta LinkedIn, que es una red profesional, vous êtes en droit d'attendre des éléments et des informations purement et simplement professionnelles. Está legítimamente en derecho de esperar datos profesionales y verdaderos. De vrais profils. Y verdaderos perfiles. Vous avez certainement constaté qu'il y a beaucoup de profils qui ne sont pas vrais pour X et Y raisons. Pero en realidad ustedes seguramente han constatado que hay perfiles que no son reales por X razón. Donc, il y a en effet plusieurs raisons qui peuvent être tout simplement de dire « je fais un faux profil pour prendre du renseignement ». Entonces, puede ser que hay una creación de perfil falso solo para tener información. Ou alors pour pouvoir simplement dire « je vais me cacher pour voir un petit peu ce qui se passe ». O solamente para poderme esconder y poder ver lo que está pasando. Ou tout simplement pour me valoriser, avoir un background qui est beaucoup plus important qu'il n'est dans le réel. O simplemente para mi propio ego o valorizarme en ese mundo. Mais aussi, vous l'avez tous constaté, pour avoir un profil qui va en fait avoir d'autres intérêts. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cyberattaques, et ça fait partie des cyberattaques que d'avoir un faux profil, parce que ça fait partie des mensonges et des fausses identités, parfois usurpation même d'identité. Eh bien, ça peut avoir comme impact de pouvoir dire que la personne a d'autres intérêts derrière de créer ce faux profil. Pero también van a ver que hay otras motivaciones detrás de la creación de perfiles. Donc, en fait, par exemple, vous pouvez avoir une personne qui prétend, vous êtes dans un agent immobilier, vous cherchez des clients à pouvoir vendre des maisons dans votre région et vous avez l'intention de développer votre réseau. Por ejemplo, su oficio es agente inmobiliario y quiere usted desarrollar su red profesional. Vous êtes indépendant. Usted es independiente. Vous ne dépendez que d'une structure de type franchise, par exemple, où vous avez un nom qui vous permet de pouvoir vous accoler dessus pour pouvoir mieux créer une équipe en fait, et vendre vos services. Depende, por ejemplo, de una franqueza y se adosa un nombre siendo independiente. Donc, si je dis cela, c'est parce qu'en fait, que vous soyez en entreprise ou dans un grand groupe ou en individuel, tout le monde est concerné. Eso lo digo porque todo el mundo está concernido que usted sea individual, empresario individual y en una gran empresa. Et vous avez je ne sais pas, vous êtes un homme, on va dire que vous êtes un homme, et vous avez une femme plutôt jolie, ravissante, qui a un profil de type, par exemple, manager, chef d'entreprise. Digamos que usted es un hombre y que tiene una esposa muy bonita que es empresaria. Et cette jeune femme vous connecte en vous envoyant un petit message et elle va vous dire « Écoutez, je vois que vous êtes agent immobilier dans telle région et il se trouve que je cherche à acheter une maison plutôt luxueuse. » Y esa mujer tan bonita lo contacta para buscar una casa lujosa. Si dans votre profil, vous n'êtes pas quelqu'un qui mentait, ou qui avait l'habitude de cacher certaines choses ou comment dire, de ne pas être tout à fait honnête sur certaines autres choses. Si en su perfil usted no tiene costumbre esconderse o no decir toda la verdad sobre su perfil, vous aurez tendance instinctivement, surtout si vous n'avez pas mis en veille votre esprit de dire qui est cette femme, vous aurez tendance instinctivement à répondre positivement à cette demande. Entonces, tras ese pedido de esa linda mujer, tendrá la reacción natural de responderle simplemente y conectarse con esa persona. Et si vous êtes vraiment dans une situation qui fait que vous êtes absolument concentré sur votre travail, que vous ne voyez absolument aucune faille dans les messages, dans la photo, dans le profil, que vous n'avez pas épluché,
vous aurez tendance à poursuivre cette conversation. Y si usted no detecta ningún signo de invalidez o signos de riesgos, usted va a continuar esa relación. Donc, à un moment donné, soit vous vous ferez carrément escroquer par cette personne parce que c'est son intérêt et c'est son but, ou alors elle vous volera des données, ou alors vous finirez par vous rendre compte que ce profil n'est pas vrai, n'est pas sincère et qu'il y a un autre intérêt derrière. Entonces, el riesgo puede ser que esa persona logre robarle o manipular datos hasta que usted se dé cuenta que ese perfil no es verdadero. Et ce sera soit une perte d'argent, soit une perte de temps, mais dans tous les cas, une grosse frustration. En todo caso, será una pérdida de dinero o de plata, de dinero o de tiempo, disculpa, pero en todo caso será una gran frustración. Alors, certains profils sont extrêmement grossiers dans leur présentation, mais d'autres sont beaucoup plus fins et c'est beaucoup plus difficile de déceler que ce sont vraiment des faux profils ou qu'ils ont d'autres intérêts, même si parfois sous vrai profil, de vous usurper quelque chose. Entonces, algunos perfiles son simples y otros más complejos, pero los dos, en todos casos, tienen la misma finalidad, es tomarles algo, robarles algo. Donc, ça peut être tout simplement parce qu'une concurrence veut vous voir et on crée soit un faux profil, soit envoyer quelqu'un pour chercher des informations sur votre profil. Puede ser una persona que simplemente quiere tener informaciones sobre usted y buscar su perfil. Ça peut être juste pour vous suivre, ça peut être aussi pour du spying. Puede también ser solamente para seguirlo o para espionarlo. Ou alors tout simplement pour vous détruire. Détruire votre réputation, détruire votre image, détruire votre entreprise ou votre identité ou le tout. O simplemente, o más allá, destrozar su imagen, destrozar su reputación sobre Internet y peor que todo, destrozar todo. Ceci pour vous donner un tout petit exemple qui fait que vous pouvez le reproduire bien sûr sur Facebook, où ce n'est pas censé, par exemple, être un lieu de rencontre de type mythique, par exemple, ou pour pouvoir usurper de l'argent parce qu'il y a la grand-mère de quelqu'un qui est à l'hôpital, il faut payer l'hôpital. Ça peut être ce genre de choses, mais en tout cas, c'est reproductible sur tous les réseaux sociaux, y compris les emails. Ese mismo proceso se puede capacitar en cualquier red, que sea Facebook, que sea por email. Por ejemplo, una información de una abuela que está enferma y que pide dinero. O sea, es reproductible en todas las redes sociales. Ainsi que la photo, par exemple, que nous avons mis là sur la présentation. Vous pourriez croire que c'est une personne qui s'appelle Jean-Paul pour un prénom français qui ressemble plus à une personne d'origine, culture en tout cas française. Et en réalité, il s'appelle autre et il va se dépasser pour cette personne. Simplement, on peut dire que c'est un faux profil. En este caso, como en el ejemplo en la pantalla, este hombre que se llama Jean-Marc Laurent, que da una imagen de occidental, de francés en este caso, que en realidad no lo es, se puede detectar por un cierto número de comportamiento. Alors en fait, c'est le contraire, c'est qu'il, lui, le monsieur de couleur noire, je crois qu'il est camerounais, il s'appelait Caroline van der Stein, et il draguait Jean-Marc Laurent pour lui prendre de l'argent. Ah, d'accord. Entonces, disculpe, corrección. Acá en el ejemplo es la persona negra que toma el nombre de Carol van der Stein, se hace pasar por una mujer y está seduciendo por internet ese señor Jean-Marc Laurent, que él es alguien real, para poderle sacar dinero. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi des faux profils par rapport à des gens, ce qu'on appelle des VIP. Puede haber falsos perfiles, en particular para personalidades VIP. Donc, c'est un problème après en réputation en image et justement, on va regarder un petit peu toutes les difficultés que cela peut procurer. En ese caso son problemas más específicos que vamos a poder ver de cerca. Donc, les mobiles de ces personnes.
au sens téléphone? Non, mobile, Ah, c'est dans le mobile. mode opératoire, Ah, modus ok. operandi. Non, pas le mode dans les sens Ok. criminels. Los móviles, la razón de ser de esos comportamientos son, Donc, nous avons plusieurs exemples qui peuvent se faire. C'est qu'on peut être, par exemple, vous volez des données. las razones serían para robarles datos. Et voler des données, ça paraît rien, mais en fait, quand on veut vous voler des données, ça peut être juste un email. Et pour vous, un email, ce n'est pas grand-chose si on vole l'adresse. En fait, on peut faire énormément de choses avec une adresse mail. Puede parecer simplemente el robo de o sea, la información y el robo de un email. Puede ser nada, pero en realidad con un email se puede hacer muchas cosas. Donc, évidemment, de l'argent, du savoir, du business, des contrats. Entonces, obviamente, se puede robar dinero, conocimientos, contratos. Donc, je passe sur certains exemples qui sont plus importants que d'autres, tels par exemple faire des sextapes. También puede ir hasta hacer videos sexuales. Notamment le cas qui a été cité avant entre Carole et Jean-Marc, c'est ce genre de cas qui pouvait arriver. Como antes con el ejemplo del hombre negro Carole y Jean-Marc. Et je vais vous faire partager une expérience qui est connue en France, enfin qui n'est pas connue en France, mais que j'ai travaillé en France, qui a été justement sur ce genre de situation, des faux profils de femmes qui draguaient des hommes ingénieurs placés dans des groupes très importants. Les voy a compartir un ejemplo de mujeres que seducían a hombres franceses ingenieros que eran muy importantes. Ils ont donc sur Facebook dragué cette personne. Sobre Facebook han enamorado a esa persona. Sans jamais les voir, ils ne se sont jamais vus, même pas sur webcam. Sin nunca verse ni mismo sobre video webcam. Et ils ont réussi à les convaincre, ces jeunes hommes, de faire des sextapes. Y lograron motivar a esos jóvenes ingenieros a hacer sextape, o sea, videos sexuales de ellos mismos. Qu'ils ont publiés sur YouTube. Que publicaron después sobre YouTube. Donc, c'est à ce moment-là que je suis intervenue dans le dossier. Es a ese momento que Nadine interviene en este proyecto. Et quand je suis intervenue, ces jeunes hommes étaient vraiment très, très mal. Ils ne voulaient absolument pas porter plainte. Pardon, c'est bon ? Parce qu'ils ne voulaient absolument pas se faire, comment dire, enfin, disons, raconter leur histoire pour les forces de l'ordre et perdre leur emploi. En ese momento, esos jóvenes ingenieros no quieren acudir a la policía porque van a perder su empleo. Donc, quand je suis intervenue, les sextapes commençaient à se transformer en cyberbullying ou cyberharcèlement. En ese momento, esos videos sexuales comenzaron a chantajearlos o para chantajearlos. Cyberbullying. Cyberbullying, on dit en anglais, donc comme c'est écrit ici, hein, donc sur le document. Et c'est parce qu'ils voulaient, les victimes voulaient absolument enlever les vidéos sur YouTube et à chaque fois qu'ils les enlevaient, ils les remettaient de l'autre côté. A cada vez que las víctimas ensayaban de sacar esos videos, se sacaban, pero salían de otro lado. Bien évidemment, sans leur accord. Sin su acuerdo, por supuesto. Donc, cette affaire-là, sur les 3 managers, a grandi par la suite de pouvoir, en rançon, demande de rançon. Eso se transformó para esas 3 personas, managers, ingenieros, en l'argent. En pérdida de dinero. Donc, c'était des sommes extrêmement importantes qu'ils demandaient au manager. Esas personas no podían, obviamente, pagar esos montos de dinero pedidos por esos criminales. Donc, ils ont dit, puisque vous ne pouvez pas payer et que vous ne voulez pas que l'on mette la sextape sur YouTube, avec les noms des victimes. Hein. Y como ustedes no pueden pagar y no quieren que se publique con el nombre de esos videos, eh bien, vous allez voler des données de votre entreprise et vous allez nous les donner. Para salir de eso, ustedes van a robar los datos de sus empresas y nos las van a dar. Voilà.
Donc, ce genre de situation existe plus qu'on ne le croit et ce n'est pas ce genre de situation que vous allez voir dans les dossiers des forces de l'ordre. Esos casos existen muchos, pero no se van a ver al nivel de la policía. Parce qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi, par la honte aussi, par un ensemble d'émotions et d'éléments qui font qu'ils préfèrent justement utiliser, soit ils vont voler des données, soit ils ne connaissent, et on arrive à gérer ce genre de situation. Entonces quieren buscar una solución en el ámbito privado para que esos rescates que son imposibles para ellos, nadie pueda comprender la razón y luchar contra eso. Le net profiling est utilisé là afin de pouvoir remonter très rapidement à la source et de bloquer la situation sans récidive. El trabajo de Nadine es poder ir lo más lejos posible al origen del problema y pararlo sin que después puedan ensayar y lograrlo de nuevo. Voilà, donc ça c'est un des exemples que je voulais vous présenter pour vous rendre compte que la cybercriminalité, nous en parlons pas du tout de cette façon-là dans la plupart des médias ou des organisations diverses et variées, en tout cas pas tellement en Europe. En los medios este tema no está comentado, no se informa de esta manera, al menos en Europa. Et que c'est beaucoup plus courant qu'il n'y paraît, et vous noterez que ce genre de cybercriminalité n'est faite que de l'humain en utilisant un support réseau social avec Internet. Estos casos pasan mucho más que ustedes pueden pensar, porque son casos humanos que pasan por las redes Internet. No es algo raro. Donc, tous ces faux profils ont pour but de masquer quelque chose, parfois pour pouvoir faire un délit. Estos falsos perfiles son generados para hacer delitos en la mayoría de los casos. Parfois par innocence, tout simplement. A veces con inocencia. Timidité. Timidez. Ou alors pour vraiment de très gros délits, et souvent ils sont très bien armés pour pouvoir les débusquer. Donc il faut être extrêmement prudent. Y a veces esconden graves y grandes delitos a los cuales hay que ser muy prudente, con los cuales hay que ser muy prudente. De découvrir ces faux profils, ça me permet de vous présenter une de mes théories scientifiques qui s'appelle l'avatarisation. Descubriendo esos perfiles, les presento ahora unos de mis conceptos que se llama la avatarización. La question était de comprendre comment ont-ils pu tricher sans se faire avoir, pourquoi l'ont-ils fait et quel type de comportement ils peuvent utiliser du fait de l'outil connecté. La idea es comprender cómo han logrado esos tipos de comportamiento con un ordenador o un móvil conectado. Et en réalité, j'ai découvert énormément de choses et je ne vous cache pas que j'apprends encore tous les jours. Haciendo esas búsquedas he encontrado muchas quel mot tu veux? C'est hidden, en fait c'est caché. Oui, je sais que c'est caché. Pardon. O sea, he descubierto muchas enseñanzas para poder comprender el comportamiento de esas personas. Donc, ce que j'ai surtout découvert, c'est qu'en fait, derrière l'écran, ce qu'on appelle l'écran tel que là, comme l'outil connecté, tout est possible pour tout le monde. Lo que principalmente he descubierto es que detrás de una pantalla todo es posible para todo el mundo. Simplement, tout le monde ne se cache pas et tout le monde ne joue pas un rôle derrière l'outil connecté. Simplemente todo el mundo no se esconde y no todo el mundo está jugando un perfil falso. Donc l'avatarisation autorise, surtout pour des profils qui ne sont pas de belles personnes ou qui ont des intérêts divers et variés, sans parfois se rendre compte qu'ils vont faire du mal. Entonces, en esa avatarización hay algunos perfiles que lo hacen sin voluntad criminal, que lo hacen por falta de carácter. À créer un ou plusieurs personnages différents du réel. Y crean uno o más
perfiles en el virtual que son distintos de la realidad. Donc, ces personnages vont mettre en avant, par exemple, des manques, des envies de ce que j'ai envie de vivre. Pour exemple, j'ai envie de devenir, on va dire, un chevalier des Templiers. Donc, derrière l'écran, Nadine va jouer le rôle d'un chevalier templier. Entonces, esas personas en la vida real quieren simular en la vida virtual perfiles que no corresponden a la realidad, pero corresponden a sus aspiraciones personales. Y, por ejemplo, Nadine quiere ser un templero, un Caballero, un chevalier templier, o sea, un héroe, Knight Templar en English, un templero, y va a simular ese perfil. Désolée, je donne des mots durs des fois à traduire. Donc, cette possibilité, c'est aussi de créer des profils qui sont vraiment très mauvais et qui sont parfaitement jouer des rôles, parfaitement être complètement différents derrière l'écran de la réalité, jusqu'à ne pas pouvoir les trouver dans le monde réel, puisqu'on s'imagine un autre personnage. Esos perfiles en el mundo virtual son tan distintos de la realidad que haciendo la búsqueda uno no encuentra porque no tienen realidad en el mundo real. Donc, de fait, en investigation, de quelle qu'elle soit, c'est extrêmement difficile de pouvoir retrouver des avatars. Entonces, haciendo esas búsquedas es muy complicado poder encontrar y determinar esos avatars. Il faut savoir qu'une partie, j'ai constaté dans mes travaux de recherche que parfois, sur certains profils, une partie, et parfois très importante, des comportements utilisés dans le virtuel sont reproduits dans le réel. Identifiqué que en esas búsquedas 50% de esos avatars existen en la realidad y existen también en el virtual, el mundo virtual. Le cybercriminel, on considère que Consideramos el ciber tras la pantalla. Alors, c'est pas vraiment, c'est qu'en fait, c'est comme vous et moi, n'importe qui utilise cet outil connecté, mais qui va par contre peut-être se cacher dans la vie réelle. Et derrière l'écran, il va simplement jouer sa vie. No es tanto que se esté escondiendo tras la pantalla, pero va a simular con el ordenador una vida fantasmada que no es su vida. Alors, qui en effet qui n'est pas sa vie, mais qui en plus, il peut vraiment complètement transposer des rôles qui peuvent être différents. Et il va donc utiliser beaucoup de techniques en effet ou pas du tout, ça dépend. Entonces, en función de su fantasma, va a crear un personaje o no que va a responder a su motivación de simular ser otra persona. Il n'a pas besoin d'être hyper doué sur la partie technique digitale. No se necesita ser le meilleur, qui connaissent parfaitement l'outil digital et qui savent déployer des tas d'ingéniosité pour pouvoir créer des nouveaux outils ou des nouveaux éléments dans le digital. Pero también pueden ser personas que son más expertas y que van a utilizar mucho más herramientas para poder desarrollar su perfil en el mundo digital. Donc, ne croyez surtout pas que c'est quelqu'un qui se cache tel qu'on le montre souvent avec un masque. Entonces, no crean que es una persona que en realidad se está escondiendo como acá con una máscara. Il joue des rôles, il joue une autre vie ou plusieurs vies. Juega papeles o varios papeles en ese mundo virtual. Grâce et du fait d'un outil connecté. Gracias a una herramienta conectada. Pour être un cybercriminel ou quelqu'un qui sait très bien utiliser le digital et s'en cacher, para ser un buen cibercriminal y esconderse, il faut quand même développer un ensemble d'intelligence. Hay que desarrollar un número de inteligencias.
Alors, je vais vous expliquer ceci en vous présentant une nouvelle de mes théories qui s'appelle l'intelligence virtuelle. Entonces acá presenta la segunda teoría, que es la inteligencia virtual. En étudiant les familles d'intelligence de Howard Gardner, Estudiando las familias de inteligencia presentadas por Howard Gardner, qui est un grand scientifique qui a développé donc, la compréhension des multiples intelligences dont nous disposons. que ha expuesto las múltiples inteligencias que disponemos, que tenemos. Donc, il a recoupé ces intelligences en 8 familles. Ha compuesto esas familias en 9 familias. Oui. En 8 familias. J'ai créé la 9e. En 8 familias, y Nadine crea la número 9. Avec la virtuelle, l'intelligence virtuelle. Con la inteligencia virtual, que viene a ser, tras las 8 familias, Nadine crea la novena, que se llama la inteligencia virtual. Je l'ai créée parce que j'ai épluché donc, toutes ces familles d'intelligence. Esa nueva familia de inteligencia. Tout ne correspondait pas aux cybercriminels ou même, je dirais, à ceux qui sont vraiment addicts. A lo que se puede llamar una adicción a la cibercriminalidad. On trouvait certains éléments dans certaines familles. Se encontraba algunos elementos en cada una de esas familias. Notamment la logico-mathématique, la visio-spatiale et l'intrapersonnel. Como por ejemplo la familia lógica, matemática o vicio-espacial o intrapersonnel. Ou intrapersonnel. Même la linguistique. También la lingüística. Bon, par exemple, la linguistique, ils ont créé des langages spécifiques dans le monde digital. Por ejemplo, en lingüística hay en el mundo virtual nuevos lenguajes. Donc, certains éléments de la linguistique peuvent correspondre aux cybercriminels. Entonces, algunos tipos de lenguajes en el mundo real pueden corresponder en el mundo virtual. Mais pas suffisamment, et ce pourquoi j'ai proposé cette 9e famille d'intelligence pour Howard Gardner et à tout le monde. Pero no de una manera sistemática, y es por eso que yo presento esta nueva familia. Elle recoupe donc de nouvelles caractéristiques. Recortan varias características afin de mieux comprendre le cybercriminel. Para poder comprender mejor ese cibercriminal. Donc mieux le comprendre, c'est mieux l'appréhender et mieux s'en protéger. Comprenderlo mejor es poderse comprenderlo mejor para protegerse mejor. Donc le cybercriminel, le revoilà, on va le laisser masquer encore pour le moment. Acá estamos de nuevo con el cibercriminal y su máscara. Du fait de l'outil connecté, il a aussi d'autres changements qui ne sont pas uniquement de jouer un rôle et de développer des intelligences pour pouvoir mieux vivre dans cet espace virtuel. No solamente desarrolla una nueva inteligencia para poder vivir en ese espacio virtual. J'ai constaté d'autres changements par rapport notamment à sa vie de tous les jours. Pero también sa famille, son travail, ses hobbies, comme je le présente ici, la maison, le sport, tout est inclus. Tiene un impacto en su propia vida familiar, en el trabajo, en su casa, en sus actividades como el deporte. Et en fait, la relation de l'addict, c'est que ça correspond aussi aux addicts, à l'outil connecté et le cybercriminel avec ces éléments-là. Se relaciona el adicto con el perfil del cibercriminal y todos esos elementos complementarios. J'ai constaté que ça a changé. Constato que todo eso cambia. Alors, ça dépend encore une fois des profils. Depende de los perfiles, obviamente. Ça dépend même des types de cybercriminels. A veces plus il est brillant et plus il aura tendance à s'isoler de l'extérieur. Más ese cibercriminal es potente, es técnicamente fuerte, más va a tener tendencia a estar solo, a buscar estar solo.
Ce qui veut dire que la relation avec les éléments extérieurs de la vie du réel change du fait de cet outil connecté et je dirais de ce métier entre guillemets de cybercriminel. Y del hecho de esa adicción, de esa práctica cibercriminal, va a tener un impacto directo sobre su familia, sobre el tiempo que le da a esas actividades externas. Donc, je vous présente une autre de mes théories scientifiques qui s'appelle la zone transverse. Acá es la tercera teoría que se llama la zona transversa, qui m'a fait comprendre quelle est la relation du cybercriminel dans le monde réel du fait de l'outil connecté par rapport aux zones de confort. que me hace comprender la relación del cibercriminal en sus zonas en las zonas donde se siente confortable. Donc, pour résumer, globalement, on peut considérer qu'il y a 4 zones. En resumen, hay 4 zonas. Mais que la première, donc la zone transverse, Pero la primera, que es la zona transversa, eh bien, comme son nom l'indique, elle va traverser toutes ces zones de confort. Como su nombre lo indica, va a atravesar todas esas zonas de confort. Et autoriser à redéfinir ce qu'est vraiment les 3 zones de confort dans la vie réelle. Y va a definir las 3 zonas que existen en la vida real. Donc, c'est plus complexe que ça, mais c'est pour vous faire de façon synthétique cette théorie qui mérite aussi un petit peu plus d'explications, comme on le fait dans les cours ou je l'ai écrit dans des publications scientifiques. Es más complejo, pero acá es para simplificar el tema y que lo puedan comprender. Maintenant, je vais vous faire part de quelques réflexions que j'ai faites et que j'ai rédigées dans des articles scientifiques. Algunos tips, algunos detalles sobre mis reflexiones científicas. L'une d'entre elles, c'est finalement de jouer un rôle derrière l'écran. Est-ce que c'est un mensonge? Una de ellas es jugar un rol detrás de una pantalla. Es realmente una mentira. Alors, je suis diplômée de l'école Ekman, qui est la détection de signes, qui est le Lie and True. Soy diplomada de la escuela Ekman, que donc c'est la détection de signes, le Lie and True, que detecta las mentiras y las verdades. Et donc, c'est le seul au monde qui est reconnu et qui a une valeur juridique pour détecter le mensonge. Es el único organismo que tiene valeur juridique dans le monde. El valor jurídico para poder decir si es una verdad o una mentira. Et la question que je me suis posée, y la pregunta que me hice, c'est comment peut-on définir le mensonge quand on joue des rôles derrière l'écran et qu'on croit les vivre et qu'on pense ne pas faire de mal? ¿Cómo en realidad se puede definir una mentira cuando una persona tras una pantalla? Bueno, je ne vous cache pas qu'il y a énormément de personnes qui m'ont dit que c'était une très bonne question. Mucha gente me dijo que era una muy buena pregunta. Et nous avons beaucoup de travail à faire sur le sujet. Y todavía queda mucho trabajo a hacer. Et je pense que nous en aurons pendant beaucoup d'années parce qu'en fait, il y a une non-considération vraiment de mensonge. On considère peu l'humain derrière l'écran qui reçoit. Poco, o sea, ese trabajo tiene para años porque poco se realiza el tema. Alors, je disais que donc les personnes qui font, je ne sais pas jusqu'où vous en étiez. Mercedes, ¿cuál es la última cosa que escucharon? Mercedes, esta lámina, vuelve a hacer porque ahí la conexión está complicada y se oye, a veces sí, a veces no. O sea, hay mucha vibración. La conexión de internet está un poco baja. Entonces, continúa aquí. Ok, entonces, si je peux commencer celle-là. D'accord. Donc, j'expliquais que je me posais la question concernant... donc, on va reprendre le début. Je suis diplômée pour l'Ekman
qui est le seul diplôme au monde jusqu'à présent reconnu pour la détection du mensonge-vérité. Soy l'unique, c'est ce que tu as dit? Oui, c'est la seule. Ah, Au monde, dans la défense, dans tout ce qui est la escuela Paul Ekman, que tiene la potestad legal de poder ser reconocido legalmente en detección de mentiras y de verdades, permite. Donc, je me suis posé la question de dire que comme ces personnes qui sont derrière l'écran, qui jouent des rôles, sont parfois considérées qu'elles font du mal, est-ce que l'on peut considérer que c'est un mensonge? Entonces se hizo una pregunta que es ¿cómo se puede determinar que esa persona está haciendo una mentira? Puisque ces personnes derrière l'écran parfois ne considèrent même pas que c'est un être humain qui reçoit leurs actes. Ya que esa persona que está simulando no se da cuenta que tras la pantalla hay otra persona y que está recepcionando esa información. Donc, ce qui veut dire que quelque part, ils agissent du fait de l'outil connecté et se sentent cachés derrière l'outil connecté en pensant que ça n'est pas forcément un être humain qui reçoit. Entonces esa persona que está mintiendo en su pantalla no realiza que detrás tampoco hay, o sea, que detrás no hay un humano que recibe esa información, no tiene la conciencia que hay un humano detrás de la pantalla. Nous avons beaucoup d'exemples sur ce sujet. Tenemos muchos ejemplos sobre ese sujeto. Je n'en citerai qu'un qui est très fameux en Italie. Uno en particular en Italia. Une certaine Tiziana Cantone. De una persona que se llama Tiziana Cantone. Qui a été victime d'une sextape et de cyberbullying. Que fue víctima de una video sexual, un sextape y de acoso cibernético. Elle a défendu ses intérêts de façon juridique contre ses agresseurs, etc., etc. Fue hasta hacer juicio para defender sus intereses. Et au bout de 9 mois, elle a perdu au tribunal. Y después de 9 meses perdió en el tribunal. Parce qu'il y a un vrai vide juridique aussi à ce niveau-là. Porque hay un real vacío jurídico en ese tema. Elle s'est suicidée. Se suicidó. Et cette très jolie jeune femme y esta bonita mujer a fait l'incompréhension de son bourreau. No fue comprendido, o sea, su acosador no comprendió el porqué y dijo, como muchas personas en esa situación, mais ce n'était qu'un jeu. Solo era un juego. Donc, on peut se protéger là encore une fois grâce au net profiling de ce genre de situation. Mais je pense qu'il faut que nous redéfinissions le mensonge dans le virtuel et c'est une question qui intéresse beaucoup de scientifiques. Hoy podemos protegernos de este tipo de comportamiento, pero necesita un mayor trabajo de la parte de los científicos. Nous avons évoqué au tout début de cette conférence la notion des sens. Al principio de esta conferencia hemos hablado de los sentidos en el espacio real. Donc là, c'est pareil, j'ai un petit peu remis en question la notion des sens. Quand j'ai fait une conférence à Montréal, c'est là que j'ai pu mettre cela en avant. Acá también hago el mismo trabajo poniendo en cuestión los 5 sentidos, pero en el mundo virtual. Et cette question, donc dans le digital à Montréal, on me disait très clairement, on va jouer sur les sens. Qu'est-ce que tu penses des sens dans le digital? Y en la conferencia que daba en Montreal me preguntaron, ¿qué piensas tú de los sentidos en el mundo virtual? Ben, c'est très simple, on voit et on entend. Es muy simple, se siente y se escucha. Mais on ne touche pas, on ne sent pas, on ne goûte pas. Pero no se siente, no se da el gusto, no se escucha. Et sachant que nous nous basons là sur les 5 sens, donc j'ai étudié sur les autres sens aussi, puisque nous en avons plus que 5. Entonces acá solo trabajé sobre los 5 sentidos más conocidos, sabiendo que tenemos mucho más que 5.
Et en réalité, je me suis rendu compte que même sur les autres, on n'utilise vraiment pas grand-chose. Y me di cuenta que lo mismo en los otros sentidos tampoco los estamos solicitando mucho. Donc cela a également fait l'objet d'une publication scientifique Eso también fue la razón de una publicación científica qui a en effet suscité également beaucoup d'intérêt. Et je pose la question de est-ce que le virtuel ne va pas nous créer d'autres sens? y en esa publicación pregunto, ¿es que el virtual no nos va a desarrollar nuevos sentidos? Il y avait la notion de temps que je voulais vous évoquer, que j'ai évoqué au tout début, et je ne suis pas assez rentrée dessus. Si vous permettez quelques secondes, je vais revenir à la notion de temps dans le virtuel. Voy a regresar a una lámina anterior que evoca el tiempo para detallarla. Voilà, cette notion de temps, je voudrais juste que l'appareil, c'est une remise en question que j'ai faite. Donc, j'ai comparé les travaux d'Einstein, de Kent, entre autres. Acá comparé los trabajos de Einstein y de Kent, por ejemplo. Et j'ai essayé de comprendre cette notion de temps, si elle pouvait se calquer dans le monde virtuel. Y sería de comprender si esa noción de tiempo en el mundo real se puede calcar en el mundo virtual. Finalement, ¿qué es el tiempo en el mundo virtual? la notion du temps dans le virtuel, c'est juste un clic. La noción de tiempo en el virtual es solo un clic. En un clic, je peux tout obtenir et tout avoir partout dans le monde à n'importe quelle heure. En el virtual, en un solo clic, se puede tener cualquier cosa en cualquier lugar y en cualquier espacio-tiempo. À partir du moment où j'ai un outil connecté, je peux tout avoir, même n'importe quoi. Al momento que tengo una herramienta conectada, puedo tener todo lo que quiero. Donc, je pense que la notion du temps, comme nous vivons dans le réel, puisqu'on voit, nous fonctionnons de façon, on est obligé de se déplacer géographiquement, de faire un ensemble de choses qui nous demandent du temps et de l'organisation. Entonces, la noción de tiempo que conocemos en el mundo real, que es organizarse, desplazarse, no va a ser la misma en el mundo virtual. Et dans la mesure où ce n'est pas la même chose, parce que tout se fait rapidement, on peut tout obtenir, il y a juste à attendre, si on achète, par exemple, à attendre que notre achat arrive à la maison. Lo único que cambia es la espera que la cosa que se compró, por ejemplo, llegue en la casa. On prend beaucoup moins de risques derrière un écran de faire quoi que ce soit. On ne bouge pas, on est juste derrière un outil connecté. La noción de riesgo ya no existe porque estamos detrás de una computadora, ya no hay más riesgo. Bref, il y a un ensemble de choses qui fait que la remise en question du temps m'a fait conclure. Es por eso que esos conjuntos de información me hace concluir que c'était une notion de mission dans le virtuel et qu'on se rapprochait du calendrier Maya. Que la noción de tiempo ya no era la noción real, pero era una noción de calendario como lo expone el calendario maya. Donc la remise du temps dans le virtuel a également fait l'objet d'une publication scientifique. Entonces acá también esa búsqueda, ese cuestionamiento ha hecho el objeto de una publicación científica. También por esa publicación tuve muchos científicos que me contactaron. Et je sais que 2 scientifiques aujourd'hui travaillent sur la remise en question de la notion du temps dans le virtuel. Y en este mismo minuto, dos científicos están en este momento trabajando sobre esa noción del tiempo en el mundo virtual. Donc pour conclure, para concluir, chaque acte commis derrière l'écran ou l'outil connecté, entonces, en primer lugar, cada acto hecho por un humano detrás de una máquina, un objeto conectado, c'est forcément fait uniquement par un être humain. Solo es un humano que lo está haciendo. Quoi qu'on en dise, c'est toujours un être humain, même si c'est un malware qui vous attaque, même si ce sont par des algorithmes, même si on va vous chahuter techniquement d'une façon ou d'une autre, c'est forcément au moins un cerveau qui a conçu cela. Que se llame malware, que se llame virus, que se llame cualquier cosa,
es un humano que está detrás de eso. Ensuite, l'outil connecté a modifié considérablement le comportement de l'utilisateur. Las herramientas conectadas, las máquinas conectadas, ha completamente cambiado el comportamiento de esas personas. Quand on veut se protéger dans la cybercriminalité, on utilise beaucoup la technique, mais on ne considère pas l'humain, sauf l'utilisateur qui peut faire des maladresses derrière l'écran. En este momento solamente se considera la parte técnica cuando hay ciberataques, pero no se ve la parte humana, que es la prevención y la predicción de los eventos. Il y a 4 ou 5 ans, je disais que 70% des actes cybercriminels ne seraient que du fait de l'humain. Hace 4 o 5 años ya exponía que más de 70% de los actos eran. Le cabinet Deloitte En 2011, el cabinet Deloitte a sorti un rapport disant que 63% de la cybercriminalité n'est que du fait de l'humain et pas que des maladresses. Y en ese momento indica que más de 63% de los ataques criminales son del hecho del humano. Donc, si on considère qu'un être humain est derrière l'écran et qu'on se protège dans la technique, on ne peut pas faire ni du préventif ni du prédictif. Entonces, si solo uno se está defendiendo contra técnica, no se está haciendo ni prevención ni predicción. En tout cas, pas suffisant. O al menos Ingénieux. On apprend tous les jours. Sabiendo que estos cibercriminales están aprendiendo todos los días. Je me suis rendu compte que mon métier, justement, faisait beaucoup de prédictif et de préventif. Y me doy cuenta que mi profesión hace mucho más prevención y predicción. Je m'en suis rendu compte simplement en travaillant pour mes clients ou tous les missions qu'ils m'ont confiées. Me di cuenta trabajando en las varias misiones que mis clientes me han dado. On n'y revient pas. C'est fini. Ça a été fait très rapide, c'était solutionné très rapidement, sans utilisation de technique ou je ne sais quoi. C'est clair. En el caso de mis clientes ya no regresa porque una vez que se ha hecho prevención y predicción, esos riesgos ya no existen. Merci beaucoup Nancy pour la traduction parce que je ne lui ai pas fait de cadeau sur les mots. Elle a été formidable. Merci à tous et j'attends vos questions. Entonces, muchas gracias por la atención. Algunas palabras eran un poco más difíciles que otras, pero está Nadine esperando sus preguntas y muchas gracias. Muchísimas gracias Nadine, muchísimas gracias Nancy por su presentación. La verdad es que es bien interesante el tema. A veces quizá una manera que yo me he dado cuenta de que es alguien que está conectándose con una intención que no tiene nada que ver es porque está fuera de contexto. Gente que está, por ejemplo, en LinkedIn, que es una red profesional, y estos empiezan a decir que qué lindos ojos tienes, pues no hay es algo que sabemos que no es cierto. Y a ver, voy a cerrar aquí la participación. Gracias por la ponencia. Quisiéramos tener preguntas, pero quisiera saber un poco más, Nadine, ¿qué fue lo que te inspiró a entrar en este mundo cibernético? ¿Por qué entrar en el mundo cibernético? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour entrer dans le net profiling? En fait, c'est mes potentiels en profiling. En realidad es, en un primer lugar, mi potencial en profiling. Je voulais savoir si je pouvais les reproduire dans l'espace virtuel. Quería saber si podría reproducir lo que yo sabía en el real y producirlos en el virtual. Et c'était un gros challenge. Ha sido muy difícil. Parce que je me suis... il n'y a pas d'autre mot, planté, mais plusieurs fois, pas qu'une fois, mais plusieurs fois.
Antes de lograr ser buena en el net profiling, me he hecho muchos errores y me, o sea, Les résultats étaient très mauvais, pas assez bons. Los resultados no eran buenos, no correspondían. Fue de muchos errores que logró llegar al net profiling. Alors je me suis dit, super, chouette, je vais tout apprendre au maximum. Entonces su motivación es que en realidad está en un lugar totalmente novedoso, donde va a tener que aprender todo. Et j'apprends encore. Y aprende todos los días. Ah, claro, diario, diario. Y está preguntando Jim que si les puedes conversar un poco de tu trabajo en el sector económico. La question. Ah oui, donc je l'ai lu en français. C'est une très bonne question. Merci. C'est une très très bonne question. En fait, dans le monde économique, j'étais dans le monde criminel. En un primer lugar, yo comencé en el ámbito del criminal, no en el ámbito económico. Et en fait, la cybercriminalité concerne absolument tout le monde. Pero en realidad, la cibercriminalidad concierne a todo el mundo. Il faut savoir une chose, dans cybercrime, le crime, il n'y en a pas. Hay que saber que en la palabra es cibercriminal, no hay crimen. En fait, il y a des crimes par dommage collatéral. En realidad, dommage, un dominio colateral. Eso. Sí. Mercedes, eres tú que vas a traducir, ¿no? Bravo, Mercedes. Yo sigo acá. En fait, les crimes sont par dommage, pardon. Les crimes sont par dommages collatéraux. Donc, de fait, les entreprises sont les premières cibles des cybercriminels, mais pas en direct, rarement en direct. Adelante, Nancita. Entonces, sí, lo que pasa es que siempre va a ser económica y no va a ser directa, va a ser lateral. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure des 3 managers dans un groupe très très connu, el ejemplo que dio de esos jóvenes ingenieros que estaban trabajando en un grupo muy conocido, ont été attaqués à titre privé. Estuvieron atacados como persona privada. Mais c'est leur entreprise qu'ils attaquaient. Pero era para tener datos de la empresa que los atacaban. J'ai énormément de clients qui ne comprennent pas pourquoi ils ont subi une cyberattaque. Hay muchos clientes que no comprenden por qué han tenido ataques ciber. Ce sont des particuliers. Son individuos. Et quand on analyse l'environnement professionnel, y cuando se analiza el ámbito profesional de esas personas, eh bien, on se rend compte qu'il y a des cibles, ce sont des cibles potentielles pour X, Y raison. Par exemple, il y a des clients qui sont dans la banque ou parce qu'ils ont créé un nouveau produit qui peut intéresser la concurrence, etc., etc., etc. Donc, on attaque rarement en direct en réalité. Cuando se hace el análisis, se descubre que las personas atacadas son personas que están en contextos profesionales que son de interés particular, donde esas personas están en negocios industriales y que van a ser atacados por esa razón en el ámbito personal, pero en realidad se está focalizando sobre cómo lograr tener el ámbito profesional. Donc, on va beaucoup vous parler dans les médias, par exemple, WannaCry, de tout un tas de grosses cyberattaques des entreprises. Y entonces, en los periódicos se habla mucho de ataques como WannaCry, que ha sido un caso, pero en réalité, on ne parle pas de tout un tas de petites cyberattaques où on considère que ça peut être juste une intrusion, d'ailleurs, du reste informatique aussi. Pero no se habla de pequeños ataques muy pequeños, cibercriminales, pero que parecen nada. Et en fait, soit ça cache d'autres cyberattaques, soit ce sont des intrusions qui sont beaucoup plus graves et il y en a eu d'autres derrière qui ont été cachées parce qu'ils ne savent pas comment se protéger et qui ne veulent pas perdre leur emploi, par exemple, ou leur société, ou que sais-je. Y a veces esas pequeños ataques esconden algunas más importantes que no se hablan porque no se saben resolver y a veces son mucho más peligrosas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus dans la partie économique. Es por eso que hoy me encuentro más en la parte económica. Parce qu'alors là, il y a beaucoup de travail. Porque en este ámbito hay mucho trabajo. En plus, il faut sensibiliser les entreprises. Además, hay que sensibilizar las empresas qui n'ont absolument pas conscience
même d'une petite cyberattaque, comme je viens de l'expliquer par rapport à LinkedIn, quand on dit que vous avez des beaux yeux, ce qui est vrai d'ailleurs, Mercedes. Que no tienen conciencia que un ciberataque pequeño puede tener consecuencias muy graves, como por ejemplo cuando Mercedes te dicen que tienes bonitos ojos, que en realidad es verdad. Alors, tu crois que le pourcentage de cybercriminels font ça par jeu? C'est elle qui... Je réponds aux questions ou elle me les dit, non? Tu peux nous parler de ton travail dans le secteur économique? Peux-tu nous parler de ton travail dans le secteur... C'est fait. No se te escucha. Ok, te preguntan en el chat. Te preguntan en el chat. ¿Tú crees que el porcentaje de cibercriminales que hacen esto para jugar, cuántos son? En porcentaje? Je pense, c'est une très bonne question aussi. Merci Jim, je connais celui qui pose la question. C'est une très très bonne question aussi. Et c'est extrêmement difficile de pouvoir répondre parce que la croissance de la cybercriminalité est quand même à 2 chiffres. El desarrollo de la cibercriminalidad está con 2 cifras, entonces no se puede dar una información específica sobre esta pregunta. Encore une fois, une attaque cybercriminalité peut être du hasard. Par exemple, je vais envoyer tout un tas de mes lignes à tout un tas de personnes, je vais leur dire que tu es victime du sextape, je vais mettre ça sur YouTube et en fait, certains vont avoir peur de vous répondre et ça va être vrai ou ça va être faux, on ne sait pas. Il faut toujours prendre au sérieux cela. A veces uno va a recibir un email alertando de un ataque cibercriminal, por ejemplo, una sextape, un video sexual, y puede ser verdad como puede ser falso. Y ahí está el problema. Uno no puede saber, pero siempre hay que tomarlo en serio. Donc, il faut vérifier si c'est, par exemple, un logiciel automatique qui envoie ça à tout le monde dans des emails qui ont été volés dans le dark web, par exemple. Mandando sistemáticamente esos emails que se han obtenido en el dark web. Ou si c'est vraiment une personne qui cible précisément. O si es, al contrario, una persona, un humano que está detectando con objetivo una persona para lograr una meta. Ou même par hasard. O a veces es por casualidad. Donc en fait, il y a plusieurs potentiels, plusieurs possibilités. Tout dépend du mobile, du profil. Et donc, c'est en très forte croissance, d'autant que la criminalité s'est transposée dans la cybercriminalité, dans le digital en fait. Entonces, eso va a depender de los casos, de los objetivos reales de la persona, pero lo que se constata es que el crimen en el mundo real se está transponiendo, está migrando hacia el crimen virtual. Mais le crime dans le réel reste, simplement aujourd'hui, ils travaillent conjointement et il n'y a plus une notion de territoire comme avant. Lo único es que ahora ya no hay más noción de territorio. Lo que existe, el crimen que existe en el mundo real, viene a acoplarse al crimen virtual. Ya no hay más límites de fronteras entre los dos. Ce qui m'a fait découvrir une autre théorie dont je peux parler éventuellement, c'est que en fait, on a des modus operandi qui ont été modifiés. Entonces va a ser el objeto de otras teorías que Nadine tiene, porque tiene más de 5 y que van a venir más tarde, que indica que en los modus operandus de esas personas hay varias maneras y varios métodos nuevos. Donc en fait, c'est une réponse, vraiment, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je peux vous dire une chose, c'est que c'est en pleine croissance. Autant des très bons cybercriminels de type Black Hat, les chapeaux noirs, c'est des cotations, c'est ceux qui peuvent faire des intrusions extrêmement importantes et que des Black Hat, on appelle ça comme ça, ou de ceux qui sont plutôt des White Hat, comme on voit là, l'exemple que j'ai dit tout à l'heure sur les emails. Entonces no va específicamente poder responder ahora, o sea, hoy día, pero sí explica que hay 2 tipos de perfil. Uno que sería un Black Hat, que tiene un objetivo criminal bien específico, que se distingue del White Hat,
que también va a ser una intrusión, pero que no va a tener el mismo capacidad o potencial de crimen. Entonces podríamos pensar que toda esta actividad se está en este momento en donde la gente está en pandemia y en cuarentena, digamos que va a haber muchos más ataques cibernéticos, dado que ahora se ha convertido en el medio más relevante para hacer negocios en el mundo. Économique, par exemple. Alors, oui, ça c'est sûr. Alors, pourquoi D'abord parce que les protections, il faut quand même de la protection technique. Donc, sí, entonces sí, efectivamente se va a ver más ataques, porque en un primer momento sí se necesita unas protecciones técnicas, pero le comportement des gens dans leur bureau n'est pas le même que le comportement à la maison. Pero el comportamiento de un individuo en la casa no es el mismo que el comportamiento de ese mismo individuo en su trabajo. Donc, vous rajoutez le travail à la maison, mais le travail de l'entreprise pour ceux qui ne sont pas habitués à être en télétravail. Y para las personas que no están acostumbradas a estar en su casa haciendo teleworking, o sea, trabajar en su casa. Donc, les comportements, là aussi, vont se modifier. Ahí también los comportamientos se van a modificar. Et puis, pourquoi pas faire du personnel ou du professionnel sur l'ordinateur ou personnel ou professionnel. Bref, switcher n'importe quoi. Y por ejemplo, en el mismo ordenador puede ser el personal y el profesional estar interactuando de uno al otro. Puis tant qu'à faire que les enfants jouent sur l'ordinateur professionnel. Y por ejemplo, si ese mismo profesional tiene niños, puede ser que se pongan a jugar sobre ese ordenador profesional. Donc en fait, il y a un relâchement, un comportement qui va être différent, qui va créer des nouveaux comportements. Entonces, el hecho de estar en su casa crea un relajamiento, un comportamiento distinto que va a generar causas distintas. Et qui n'est pas unique à la situation du confinement. Solo no depende de estar en situación de trabajo en la casa, de teleworking, de teletrabajo, pero también del lugar en el cual el individuo está haciendo teleworking o teletrabajo. Parce que le confinement va aussi créer une autre situation qui parfois peut être un stress pour certaines personnes ou pas. Enfin, il peut y avoir des tas de comportements et d'émotions qui vont arriver. El confinamiento también genera comportamientos y emociones distintas que están acudiendo. Et donc, ces comportements-là peuvent aussi avoir un impact sur le travail en question effectué à la maison. Y estos comportamientos pueden al igual tener un impacto sobre el trabajo hecho en la casa. Donc, ça crée au moins 2 portes pour les cybercriminels. Lo que crea al menos 2 nuevas puertas para el cibercriminal. J'en dis juste 2 parce qu'il faut gagner du temps. Para ganar tiempo, solo 2. Donc, la première, c'est le fait de se relâcher ou d'avoir un comportement différent que dans le travail qui fait qu'il va y avoir une sorte de relâchement, voire de peur. Entonces, la primera sería relajamiento, entonces va a generar miedo. La deuxième, c'est que le cybercriminel, il sait que vous êtes à l'extérieur, donc c'est plus facile pour obtenir des données. Y la segunda es que el cibercriminal sabe que ya no está en el trabajo, pero al exterior de la empresa y que va a ser más fácil para él obtener datos. Qui n'a pas dit sur Facebook s'il était en télétravail ou pas, par exemple. Quien, por ejemplo, no ha dicho sobre Facebook que estaba trabajando desde su casa, por ejemplo. Un côté spirituel dans ton travail. Je ne suis pas sûre de comprendre la question, mais non. Je ne suis pas sûre. Si Jim, tu peux la reformuler ta question. No creo que haya una parte espiritual en mi trabajo. Non, mais en fait, c'est vrai que quand on a des... Mais ce n'est pas propre qu'à moi, c'est quand on a tous des métiers un petit peu nouveaux, des potentiels un peu différents, c'est parce qu'on a travaillé sur des voies où d'autres ne sont pas allés. En mi caso, solo lo que aparece es que cuando uno está en un camino novedoso, parece así, pero no es solamente mi caso, pero no tiene nada de espiritual. Quand on arrive à transmettre aux personnes, on voit qu'ils développent aussi des potentiels.
cuando se logra transmitir ese conocimiento a otras personas, se ve que tienen también potencial. Mercedes, estás con tu... Fantástico. La verdad es que ha sido súper interesante entrar en este mundo que va avanzando muy rápido, que nos está haciendo pensar de otra manera, actuar de otra manera, conectarnos de otra manera, hacer negocios de otra manera. Y viene como anillo al dedo lo que estás haciendo tú, Nadine, para darnos, porque pues esto va a potenciar no solo a quienes estamos haciendo el trabajo, sino a los que trabajan a partir de dañar a otros, llámalos personas o sus empresas o lo que sea. Muchísimas gracias, Nadine. Muchísimas Muchas gracias, Frances. No, estamos muy contentos. Y última pregunta. Si tú tuvieras un solo consejo que darnos a nosotros para evitar o detectar a un criminal cibernético, ¿cuál sería ese consejo que nos darías? Alors, pour éviter un cybercriminel, eh bien, vous enlevez tout ce qui est connecté. Para poder terminar con cibercriminalidad hay que parar solamente de conectarse. Pour détecter un cybercriminel, vous vous inscrivez à mes cours. Para poder detectar un cibercriminal, ella propone dar cursos. C'est ce que je peux donner. En fait, il y a des tonnes de conseils, il y a des tonnes de choses à faire. Ça dépend, il faut tout cibler en fait. C'est qui, quoi. D'abord, qui vous êtes vous? Les fragilités de votre comportement peuvent vous impacter sur un cybercriminel qui va le détecter. Lo primero sería detectar sus fragilidades personales, porque el cibercriminal va a detectarlos y va a trabajar con ellas. Et ça, c'est une des premières choses qu'on apprend dans les cours. Es una de las primeras cosas que se aprenden en su curso. On me demande de parler de mon livre. Fabuloso. Bueno, fabuloso, fabuloso, fabuloso. Mil gracias. La verdad es que ha sido una... Se está preguntando algo sobre su libro. Ya me chasecito. Sí, tiene un libro padrísimo y creo que va a ser importante que nos digas dónde conseguir el libro. Por eso te hice la pregunta de ¿qué nos aconsejarías? Pues será comprar tu libro. Avec plaisir, j'ai compris. Dis-lui que tu cherches un éditeur. Je cherche un éditeur espagnol. Je cherche un éditeur en espagnol pour mon livre qui a énormément de succès en France, qui est considéré par mes lecteurs que je remercie et que j'embrasse. Et je cherche un éditeur pour le traduire en espagnol. Je vais reprendre l'expression d'un des lecteurs qui a dit que c'était une Bible pour se protéger et comprendre les cybercriminels. Entonces estoy buscando un editor de lengua española que pueda hacer que ese libro sea exactamente y que es considerado como una Biblia para poderse proteger contra los cibercriminales. Fabuloso, fabuloso. En tout cas, merci infiniment, Mercedes, et merci à Nancy pour son beau travail. Merci. Et merci à tous. Muchísimas gracias.